du développement durable dans sa définition même, je l'avais dit, c'est de répondre aux besoins de générations présentes, c'est-à-dire à nous, sans compromettre justement le besoin de générations futures à pouvoir justement répondre aux leurs, quoi. Donc c'est un concept qui se trouve plus ou moins au carrefour de trois notions, de l'économie, du social et de l'environnement. Donc, à partir de ces trois piliers, nous, au niveau de nos pays, je dirais que vous avez dit... Économie, environnement et la société. La société. Et, oui. Et notre pays, comme tel, a encore besoin justement de compléter dans ces concepts de développement durable l'idée de la démocratie. Et je crois que si on parle de la démocratie, et moi je pourrais encore y ajouter l'idée de la culture de manière générale, parce que notre culture congolaise, et c'est une culture très très riche, et à travers justement cette culture, on détient en fait un patrimoine très très important et que nous partageons énormément avec d'autres pays d'Afrique. Et vous parlez déjà de tout ce que vous avez dit, c'est du développement durable que nous parlons. À votre niveau, qu'est-ce que vous pensez faire concrètement? Surtout que vous venez encore d'évoquer trois sous-sujets du développement durable qui sont l'économie. Vous n'êtes pas sans savoir que l'économie connaît un marasme très, très sérieux. Et vous avez aussi parlé de l'environnement. Nous avions évoqué l'autre fois l'appellation de Kinshasa qui était autrefois Kin Label, et aujourd'hui nous parlons de Kin la poubelle, chose que nous ne souhaitons pas que ça reste comme ça. Et maintenant vous avez évoqué cela, et il y a aussi la société, notre société qui est sans appui. Nous dirons que les gens sont délaissés au Congo. À notre niveau, les gens n'ont pas de boulot, les enfants n'ont pas leur scolarité assurée. Et vous, à votre niveau, que vous évoquez le développement durable, nous prenons ça comme slogan. Vous savez, la RDC, c'est un État très très riche. Donc ça, je ne suis pas le premier à le dire. Et je crois que nous avons beaucoup de ressources naturelles. On a toute le mine, je dirais, pratiquement du monde. Et je crois même que la guerre qui se déroule pour le moment à l'Est, c'est aussi un peu à cause de toutes les richesses que nous détenons. Par ailleurs, je voulais revenir sur l'idée de l'économie durable. L'économie, je dirais qu'il y a un de piliers qui sous-tend, je dirais, les concepts de développement durable. Je dirais que l'économie, pour avoir une économie, je dirais, stable, fiable et tout, il faut que nous donnions d'abord la confiance, parce que l'économie ne fonctionne qu'avec la confiance. Et à partir du moment où il y a justement cette confiance, et c'est à partir de ces moments-là plutôt que justement il y a une économie qui se stabilise et une économie qui devient forte. Tandis que par rapport à l'idée de la société, dans le pilier toujours, je crois que la société aujourd'hui a besoin d'une solidarité. Je crois qu'entre nous, Congolais, nous devons être solidaires. Et puis je crois que sur base... Qu'est-ce que vous entendez par être solidaire? Parce qu'on dit que nous, peuple africain, nous avons la caractéristique d'être solidaires déjà au départ. Ça veut dire être indirectement hospitalier, être accueillant, être ouvert aux autres. Ça, nous avons déjà ça comme caractéristique. Oui, tout à fait. Mais écoutez, il faut toujours savoir que être, bien entendu, solidaire... ces concepts évoluent aussi avec le temps. Vous savez, les Congo, notre pays, la RDC n'est plus... La RDC n'est plus... quoi. Oui, mais la RDC n'est plus un État isolé. Vous savez, les concepts évoluent aussi. Donc aujourd'hui, on est dans un monde de plus en plus individualiste. Oui. Et effectivement, nous perdons justement cette caractéristique dont vous venez d'évoquer, et que je crois qu'il serait peut-être temps justement que nous réveillions peut-être à nos vraies valeurs qui sont des valeurs justement de solidarité, d'entraide, d'amitié, de famille et tout, et que nous puissions justement donner nous aussi un exemple à des sociétés aujourd'hui post-modernes ou modernes, si vous voulez, qui aujourd'hui privilégient plutôt la voie de l'individualisme et consorts, et que nous pouvions justement être des exemples dans ces valeurs dont je viens de citer. Ce que je peux dire, nous vivons dans une planète où il y a beaucoup d'injustices, énormément d'injustices, et
je crois que la meilleure de façon demain de permettre à notre État de se développer, c'est de s'ouvrir aux autres, bien entendu. Parce que de nous-mêmes, nous pouvons effectivement travailler, mais nous n'aurons pas toutes les capacités, je dirais, de faire un bond suffisamment important, je dirais, pour arriver au même niveau de vie que les Européens. Maintenant, je pense qu'avec le moyen que nous détenons, si nous nous organisons, parce que moi je crois que s'il y a une différence entre nous et les Européens, c'est parfois rien que par la manière de nous organiser que nous traînons un peu le pied. Et je crois que si on s'organise suffisamment et on s'entraide, comme j'avais dit, et qu'on devient de plus en plus responsable, chacun là où il est, dans son métier, dans son travail, si on est responsable, je crois qu'il y a moyen, effectivement, de permettre à notre État. Le Congo, c'est un pays riche, il y a à boire, il y a à manger pour tout le monde. On n'a certainement pas besoin d'aller quémander. Et je crois que d'ailleurs, la preuve, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui viennent dans notre pays, et quand ils viennent, en si peu de temps, ils s'enrichissent. Donc concrètement, l'espoir fait vivre. Kinshasa, elle était belle, et nous la voulons encore très belle aujourd'hui, et nous voulons effectivement que les choses puissent bouger, puissent changer. Et comme nous sommes justement dans un moment très très important, que c'est les élections, je demande aussi solennellement encore aux Quinois et aux Quinoises qui nous écoutent et qui nous suivent en ces moments dans cette émission d'être très attentifs. Notre pays a besoin de personnes dignes, intègres pour essayer de redresser la situation actuelle. Le Congo, nous connaissons les symptômes. Aujourd'hui, ce sont des remèdes. Nous devons apporter des remèdes adéquats pour que justement ce pays-là puisse se redresser. Je crois que la communauté internationale ne devait pas nous abandonner. Ce n'est pas le moment. C'est justement le moment de nous donner des béquilles, de nous donner tout ce que nous avons besoin pour rester debout et avancer. Permettre réellement de faire remonter le message de ce petit peuple qui a tant souffert. Et je crois que ce processus a été malade. Aujourd'hui, ça commence petit à petit à marcher tout doucement. Je crois que c'est difficile. Après autant d'années de dictature dans ces pays, c'est normal que le pays a du mal à marcher. C'est comme un enfant, il faut lui donner le temps justement de grandir pour pouvoir demain se développer et être capable justement de parler aussi. Voilà, donc je pense que cela pourra peut-être être votre mot de la fin, si seulement vous avez autre chose à dire. Mais je pourrais simplement un peu parler en lingala pour juste témoigner ma sympathie à tout le moment. Ma maman nangai, ma papa nangai, kuna na Kinshasa, ngai mwana na bino. Bino bandeko nangai, bozali kuna na Kinshasa. Bino ba master tokola, bozali na kati ya motema nangai. Na kosenga na bino juste eloko moko. Ngonga yango ekoki pote bino bolakisa te, bozali na capacité, bozali na pouvoir, parce que pouvoir ezali nde na maboko na bino. Bino nde boko décider lobi. Kasi eloko moko ezali très important. Bino bozali kolanda biso na ngonga oyo. Boyeba te vi ya ba oyo banso basi ba kufi kuna na est. Ngonga yango oyo ekoki botelemela likambo wana. Voilà, donc c'est par ces mots que je vais terminer cette émission. Boebika Nenge Bisot aussi c'est la émission. Oyo isala marana français pena lingala. Tosi ça ngo toujours na moi idée moko ya ko réveiller conscience ya batu, ko réveiller façon de concevoir, façon de voir makambu, parce que lelo yo to ke n'est pas itozonga na kolobara eloko moko ya muke batu oyo toponaka ekomaka mingi pasi mpona kokabwana na bango, ekomaka mingi matata mpona kokabwana na bango, parce que soit
bango bako concevoir te ke boka bwana bango, soit bino bokozala na moi faiblesse pona koka bwana bango, soki na kebino na manake na bino na masese na koloba nini. Tala papa to bana to baleki bandeko to pona bango te to kanaka bien et to koma obligé to linga bango parce que c'est comme ça. Et moyen to ka bwana bango ezate. Mais tant que comment que faut tout ça la choix par exemple ya moi si soki moi si oyo pona ko pona malamu te ko kabone comme marambo ba juge et comme marambo ya ba famille vanda, il faut battre le fer quand il est chaud. Donc tango yango yo to ba ko sala choix na biso o lobby na lobby kuna e ko mateta to pona yi muto to sepelité. C'est le moment ya ko sepela dès maintenant. Balobara to le late mutu tango akufi mais to le la etango azobotama parce que tango azobotama déjà faut ba ke fin de fin ko kufa. Alors donc prenez cette parole-là vraiment à cœur, de façon que tout le la mise, tout comprendre marambo nyos tozo lo baloba na émission na biso chaque jour awa, pour tout kotia makambo nyos onanzela, pour lobi na lobi kuna toti kala suba to rolela late. Balobi congolais caractéristique na e awa libande koma sopeka. Sopeka wana ça veut dire sombelanga, kabelanga, pesanga. Et le moi même na basse classe ya population et matati na niveau officiel même bakonzi na biso belé oyo bazoya awa, ce n'est plus à cacher, c'est comme ça. Bazoya kaka ndenge mindele ba mo balobi na système wana ya sopeka. Donc soy baye awa ezali kaka non ba institution kuna bopesa biso boye, ba élection kuna bopesa biso boye, ba nini kuna bokabela biso boye. Donc eloko wana yango tozolinga to combattre yango lobo na biso zaki toujours tendu et on a quand même na poche to comme la fierté. Merci d'avoir suivi cette tranche de debout congolais dans laquelle nous avions reçu pour vous Monsieur Sir Diogène Ependa, qui est un sociologue, avec qui nous avons parlé du développement durable au Congo démocratique, notre pays. Merci et à la fois prochaine. Le pays à l'indépendance en 1960, il est persécuté par l'ex-puissance coloniale belge, tiraillé entre les grandes puissances qui se livrent leur guerre par procuration, puis jeté en pâture à ses adversaires, des despotes africains. C'est l'un des pires exemples de faillite de la communauté internationale. Mais l'inflexible Lumumba a survécu dans la mémoire collective comme la figure mythique du combattant pour l'indépendance africaine. Presque 50 ans après son assassinat, ses instigateurs et leurs hommes de main acceptent de parler de leurs basses œuvres. De son vivant, c'était un Premier ministre sans pouvoir. Après sa mort, Patrice Lumumba est devenu un mythe, le sauveur assassiné de l'Afrique. Un corps d'une personne importante, tout ce qu'on fait pour ça. Et ici, j'ai le reste d'une personne historique très importante. Les voilà. Et c'est tombé ou vous l'avez arraché? Arraché. Il avait une denture, une très bonne denture. Oui, voilà. C'est couvert avec de l'or hein, derrière. Donc un dentiste, c'est identifié ça. Il m'a déjà fait jurer beaucoup à ce Lumumba, il me fait encore jurer maintenant. Qu'est-ce qu'il vous a fait jurer? Lumumba? Oui. Réfléchissez qu'on vient de vous dire on a tué Lumumba et maintenant vous devez le faire disparaître. Dans un pays qui n'est pas le vôtre. Ah. Oh. Vous voulez un couteau? Allez, Patrice, voilà ce qui reste de toi. Comment et surtout pourquoi Patrice Lumumba a-t-il été assassiné il y a 40 ans? Une question à laquelle devrait pouvoir répondre Jacques Brassine, diplomate belge et fonctionnaire colonial. Il était dangereux dans ce sens pour nous qu'il n'était pas susceptible, disons, d'être ouvert à des solutions parfois que nous aurions aimé voir réalisées. Louis Marlière, colonel des services secrets belges, a lui aussi joué un rôle clé dans la chute de l'homme politique congolais. Il vit aujourd'hui à Spa, en Belgique. Lumumba a choisi le mauvais camp. Hein.
bien sûr, il était plus ou moins communiste, enfin, hein, il a choisi le camp plutôt des Russes que de l'Occident. En Virginie, nous rencontrons Larry Devlin, un agent de la CIA, chargé à l'époque par le gouvernement américain d'assassiner Patrice Lumumba. Lumumba représentait un danger pour le Congo et pour le reste du monde, dans la mesure où il permettait aux Soviétiques de prendre le pouvoir au Congo. 40 ans plus tard, le pays sur le Grand Fleuve est un État à l'économie ruinée et déchiré par la guerre civile. L'actuelle ministre congolaise de la Culture est la fille de l'ancien Premier ministre Lumumba. Lumumba est devenu le symbole du nationalisme de ce pays. Il est devenu le symbole de la lutte pour l'indépendance. Donc, et comme il a eu aussi une mort tragique, hein, pour ses idéaux, pour se sacrifier, aller jusqu'au bout, je crois que c'est ça qui reste. La résidence de Lumumba à Kinshasa, ex-Léopoldville. En 1960, année de l'indépendance du Congo, le monde entier a le regard rivé sur cette ville-là où se joue la politique mondiale. Patrice Lumumba est le premier homme à occuper les fonctions de Premier ministre. La masse qui nous attend demain, cette masse demande autre chose que le billet de vote aujourd'hui. C'est le pain, c'est le progrès. Il faut que nous puissions construire cette nation. Nous devons compter sur l'apport des capitaux. L'espace d'un été, le Congo fait la une des journaux. 200 jours plus tard, tout est fini. Roland, le fils cadet de Lumumba, avait à peine 3 ans quand il a vu son père pour la dernière fois. Il faut savoir qui exactement qui a fait, pourquoi, comment. On a droit à ça. Le truc qu'on faisait, c'était grand, hein? La machine à écrire de Lumumba, un souvenir conservé par son seul ami belge. Jean van Lierde est un chrétien rebelle et un fervent combattant du militarisme et du colonialisme. Il tente en vain de jouer les intermédiaires entre Lumumba et le gouvernement belge. Et Patrice était tellement un homme libre que pour les gens, c'était tellement original de voir un nègre qui léchait pas les pieds des hommes coloniaux et des colons et des autres, que instinctivement il devenait comme une menace. Et c'est ça, cette liberté-là, qui a fait de lui, finalement, une espèce de météore qui passe dans le ciel et puis qui disparaît très vite. Le cœur des ténèbres. C'est ainsi que les premiers explorateurs européens surnomment le Congo. En 1955, lors de la visite du roi Baudouin, le monde colonial semble encore intact. Mais les 80 années de domination belge ont coûté la vie à plusieurs millions de Congolais. Dans ce film d'actualité, on aperçoit Patrice Lumumba à l'arrière-plan. En l'espace de 5 ans, cet employé des postes inconnus devient le chef d'un mouvement d'indépendance que rien ne pourra plus arrêter. L'objectif que nous poursuivons, c'est la libération du Congo du régime colonialiste. C'est l'émancipation totale du pays. Nous sommes certains que nous saurons très bien marcher, parce que cette indépendance du Congo ne signifie pas chasser les Belges du Congo ou nous séparer de la Belgique. Mais au contraire, nous voulons constituer un gouvernement souverain, où chacun aura sa place, où les Congolais et les Belges pourront travailler main dans la main au service de la nation congolaise. À la surprise générale, le parti de Lumumba, le mouvement national congolais, remporte les premières élections libres. Les Belges lui cèdent le pouvoir à contre-cœur. Nous avons l'honneur de présenter devant le Parlement du Congo les premiers gouvernements congolais constitués comme suit. Premier ministre et ministre de la Défense nationale. C'est votre serviteur Lumumba. La cérémonie d'accession à l'indépendance est le théâtre d'un premier scandale. Messieurs, l'indépendance du Congo constitue l'aboutissement de l'œuvre conçue par le génie du roi Léopold II. Le roi Baudouin fait un discours dans lequel il magnifie le rôle de la Belgique et il dit tout ce que la Belgique a apporté au Congo. Et il dit aussi qu'on est arrivé à un moment où la Belgique décide de donner l'indépendance au Congo, qu'il est venu pour ça, et c'est très bien.
Ça, c'est un discours, disons, que je dirais, classique dans les circonstances. Kasavubu fait un discours. Et pendant que ces deux parlent, je vois encore Patrice corriger un texte. Il corrigeait encore un texte. Le discours de Lumumba n'était pas prévu. Donc, la presse internationale est là. Tout d'un coup, il se lève, il va à la tribune, il prononce un discours. Combattants de l'indépendance, aujourd'hui victorieux, je vous salue au nom du gouvernement congolais. Nous avons connu les ironies, les insultes, les coups que nous devions subir matin, midi et soir, parce que nous étions des nègres. Nous avons connu que la loi n'était jamais la même, selon qu'il s'agissait des blancs ou des noirs. Qui oubliera les fusillades, les cachons furent brutalement jetés, ceux qui ne voulaient plus se soumettre au régime d'injustice, d'oppression et d'exploitation. Ça, c'est vraiment le moment de ce fameux discours du 30 juin 1960. Beaucoup de gens alors ont dit il a signé son arrêt de mort avec ce discours, puisque le gouvernement belge alors, qui ne voulait pas de lui, pas seulement à cause du discours du 30 juin, mais parce qu'il était Patrice Lumumba et que ça ne coïncidait pas avec l'espérance des Belges, ni avec celle des Américains, ni avec celle, enfin, de beaucoup de gens du monde des affaires. 5 jours après la proclamation de l'État, une révolte éclate au sein de l'armée. Les soldats noirs se rebellent contre les officiers belges qui refusent de quitter leurs fonctions. La crise du Congo fait la une de la presse mondiale. Au Katanga, une province riche en cuivre, l'opposant de Patrice Lumumba, Moïse Tshombe, appelle les Belges à la rescousse pour désarmer ses propres troupes. 10 jours après leur départ, les soldats coloniaux retournent en triomphe dans l'ancienne colonie. René Smale, officier des services secrets militaires, est envoyé au Katanga. S'il n'y avait pas eu le courage de ces quelques officiers et sous-officiers belges, pour maintenir, pour empêcher les Noirs, c'était le déferlement sur la ville, et là, ça pouvait faire quelque chose d'épouvantable. Le Katanga fait sécession. Moïse Tshombe, politicien talentueux, surnommé Monsieur Tiroir-Caisse, se proclame président de la province sécessionniste avec la bénédiction de la Belgique. À Elisabethville, il y avait surtout alors des intérêts financiers très importants. Vous aviez l'union minière là-bas. Et là, évidemment, c'est sûr que les milieux financiers belges avaient aussi envie de conserver l'union minière. Parmi les principaux chefs de la province sécessionniste figure le ministre des Finances, Jean-Baptiste Kiboué. Dès que nous avons pris la boutique, l'union minière exportait toujours le cuivre et les recettes du cuivre étaient versées à la Banque nationale katangaise. Le chef de cabinet de Moïse Tshombe est le juriste belge Jacques Barteloup. L'union minière payait ses taxes, ses redevances, ses impôts au gouvernement katangais et plus à Léopoldville. Donc les Katangais avaient de l'argent en suffisance. Et ce qui leur a permis d'équiper leur gendarmerie katangaise, d'acheter des armes, d'acheter des blindés. Là, il y avait des marchands d'armes qui venaient tout le temps chez Tshombe. Engagés pour défendre le monde libre au cœur de l'Afrique, les mercenaires de Tshombe sont rapidement surnommés les Affreux. À Léopoldville, la capitale du Congo, c'est la colère et la déception. Le drapeau de l'ambassade belge est affalé et l'ambassadeur de l'ancienne puissance coloniale renvoyé en Belgique. Les complots étaient déjà faits. Les plans étaient déjà établis. C'est d'imposer un gouvernement contre la volonté du peuple. La Belgique désire balkaniser ce pays. L'éclatement du Congo, c'est demain. Patrice Lumumba a demandé l'envoi de troupes américaines pour expulser les Belges. Il a rencontré l'ambassadeur américain Claire Timberlake. Mais pour ce dernier, l'arrivée de troupes américaines risquait de provoquer la mobilisation de l'armée russe.
et il a conseillé à Lumumba de s'adresser aux Nations Unies. Il s'ensuit une mascarade de grande envergure. Des avions américains sont repeints en toute hâte pour transporter des casques bleus au Congo. Lumumba et son gouvernement ont fait appel aux soldats de la paix pour qu'ils mettent un terme à la sécession du Katanga. Mais les Nations Unies n'interviennent pas auprès de Tshombe ni dans la province séparatiste. Le conseiller militaire de Dakamarjeld, le général indien Indar Rikie, est dépêché au Congo. Monsieur Lumumba, Monsieur Kasavubu et les chefs des différents mouvements du Congo avaient une idée complètement fausse de ce que les Nations Unies devaient y faire. Alors que la population célèbre l'arrivée des casques bleus au Congo, le président du Conseil des ministres soviétiques, Nikita Khrouchtchev, propose à son homologue congolais l'aide de l'armée rouge. Lumumba utilise l'offre soviétique pour faire pression sur les Américains. Il se rend aux États-Unis sans invitation officielle pour solliciter l'aide des Américains contre l'intervention belge. Mais le Premier ministre de la jungle, comme le surnomme avec mépris la presse américaine, n'est pas reçu par le président américain. J'adresse au peuple américain tout entier le sentiment d'amitié du peuple congolais qui compte beaucoup sur vous. Nous voulons que vous nous compreniez et que vous nous aidiez. Et que demain, quand vous viendrez chez nous, les techniciens et les professeurs, vous allez trouver au Congo un peuple ami et un peuple frère. Le succès international de la sécession du Katanga conduit à la sécession d'une autre province, une région riche en diamants, le Sud-Kasaï. Lumumba décide de s'opposer à l'éclatement du Congo sans l'aide de l'Occident. Il envisage une offensive militaire, mais il est confronté à un problème majeur. Comment transporter les troupes sur la ligne de front située à 1000 km de la capitale? Comme on ne lui avait pas donné d'avion, il a accepté ceux des Soviétiques. L'opération militaire est une réussite, mais Patrice Lumumba vient de signer son deuxième arrêt de mort, cette fois du côté américain. The United States deplores the unilateral action of the Soviet Union in supplying aircraft and other equipment for military purposes to the Congo, thereby aggravating an already serious situation which finds Africans killing other Africans. Vous étiez en contact avec les Américains? Oui. Ouais. Enfin, ouais. Mon contact était Devlin, Larry Devlin. Ouais. On s'entendait bien et on a fait certaines choses ensemble, mais simplement. Mais les Américains, je crois, voulaient liquider le Lumumba. Oui, le colonel Marlière faisait partie des services spéciaux belges. C'était un officier très respecté. Non, on s'est mis d'accord un jour avec des gens de chez nous pour mettre des écouteurs dans les bureaux de Lumumba. Ce sont les Américains qui ont fourni le matériel et ce sont des Belges qui ont placé, qui ont fait ça, oui. Alors on captait toutes les conversations téléphoniques de Lumumba. Hein. Ça a rapporté quelque chose? Ben, on savait en général ce qu'il faisait, ce qu'il disait. Au cours de conférences de presse, Lumumba tente en vain de gagner l'opinion publique à sa cause. Juliana, la fille de Lumumba, a assisté à plusieurs de ces conférences. J'étais tout le temps avec mon père. Souvent, j'étais la seule autorisée quand il travaillait ses discours. Donc je m'asseyais calmement et j'étais avec papa, c'est tout. Dans la presse belge, on le montrait Satan carrément avec des cornes et tout ça, le communiste. Parce que simplement, il disait quelque chose qui était l'aspiration de la majorité des gens, mais qui n'était absolument pas dans la mentalité ni dans le vouloir de la puissance coloniale de cette époque-là. Qu'il voulait que l'homme noir et l'homme congolais soient un homme digne d'abord de sa propre culture, et il croyait en cet homme-là. Nous voulons être indépendants, oui, nous voulons, mais dans l'égalité et dans le respect. Je crois que c'est pour ça qu'on a toujours dit qu'il était intransigeant.
Êtes-vous communiste, monsieur Lumumba? Je dois toujours rire quand on me pose cette question. Je ne suis pas du tout communiste. Vous savez qu'on m'a souvent présenté comme communiste, anti-blanc, anti-belge, l'homme qui veut détruire. Absolument pas. Je suis simplement un nationaliste, un leader nationaliste qui lutte pour un idéal. Je ne suis pas du tout communiste et je ne le deviendrai jamais. L'agent de la CIA, Larry Devlin, reçoit $100 000 de la centrale. Sa mission, faire de l'élimination de Lumumba une priorité qui doit guider ses opérations secrètes. J'ai reçu un câble me signalant l'arrivée d'un officier supérieur chargé de me donner des instructions précises. Cela m'a surpris. Pourquoi m'envoyait-il quelqu'un plutôt que de m'adresser un câble? Les télégrammes belges mentionnent une mystérieuse opération Barracuda et l'arrivée de 2 enfants. Eh bien, je vais vous dire sincèrement que je ne me souviens pas du tout du mot-code Barracuda. Les 2 enfants, Les 2 enfants, ça ne me dit rien. Mais si, ils ont envoyé deux personnes, oui, un attaché de cabinet et le major Laws, ils les ont envoyés, tous les deux, ça doit être ces deux-là, pour venir me parler de l'affaire de Lumumba. Et alors, il a été question, eux étaient plutôt pour la suppression. Quand il m'a informé qu'il voulait se débarrasser de Lumumba, j'étais stupéfait. Je n'avais jamais entendu dire que la CIA pouvait être mêlée à ce genre d'affaires. Et il voulait m'envoyer un tueur de crocodile pour descendre Lumumba. Ça, c'est exact. Ils sont venus me proposer ça. La substance prévue pour éliminer Lumumba était du dentifrice empoisonné, qui devait déclencher une maladie qui ressemble à la polio. Je me suis jamais opposé, hein. J'ai toujours laissé faire. Mais on a laissé faire les Congolais, quoi. Mais je crois qu'il y a beaucoup de gens qui préféraient qu'ils disparaissent définitivement. Je crois. Puis, il y a eu un démenti selon lequel le président Eisenhower n'avait jamais donné ses instructions. À l'époque, j'étais convaincu qu'il en était l'auteur. Il me semble avoir entendu cette phrase. Soit il a donné ses instructions, soit il a été mal compris. Mais j'étais persuadé que l'ordre émanait du président. Le drapeau communiste est affalé. L'armée congolaise vient de destituer le Premier ministre ultranationaliste Patrice Lumumba et expulse les représentants de Moscou. Documents, tracts et brochures de propagande soviétiques sont brûlés, mettant un terme provisoire à l'intrigue communiste contre les Nations Unies. Âgé de 30 ans, le général Joseph Désiré Mobutu se présente comme le nouvel homme fort de la jeune République. Il bénéficie du soutien de la majorité des troupes congolaises. Mobutu est un proche de Lumumba qu'il a nommé chef des armées quelques semaines auparavant. Pourtant, c'est Mobutu qui annonce la destitution du Premier ministre. Le général putschiste Mobutu est l'arme secrète de l'Occident contre Lumumba. Parmi ses conseillers les plus influents figure un officier des services spéciaux, le colonel Marlière. Mobutu était, disons, pro-occidental, hein, c'est sûr. Il était surtout manipulé par les Américains aussi. Hein. Il voulait traiter avec les États-Unis. Et j'étais son interlocuteur. Le coup d'État de Mobutu marque le début d'une dictature qui durera plus de 30 ans. Mobutu bénéficie du soutien de la Belgique, des États-Unis et même des Nations Unies. $1 million, roughly,
il a payé ces hommes de main avec le million de dollars versé par les Nations Unies. Mobutu place le Premier ministre en résidence surveillée sous la garde d'hommes payés par l'étranger. De leur côté, les casques bleus des Nations Unies encerclent la maison tant pour protéger le Premier ministre destitué que pour le neutraliser politiquement. Désormais, 2 gouvernements congolais demandent la reconnaissance de l'Assemblée générale des Nations unies. Le secrétaire général, Daka Marjold, soutient les putschistes. Grâce à une forte pression et à l'achat de voix, il parvient à briser la majorité favorable à Lumumba, formée par les pays du tiers-monde. La communauté internationale sanctionne la destitution de Patrice Lumumba. Lumumba parvient à échapper à la vigilance de ses gardiens. Avec sa famille, il tente de rejoindre en voiture Stanleyville, située à 2000 km, où s'est formé un contre-gouvernement qui lui est favorable. Mais sa popularité lui sera fatale. Dans tous les villages, il faisait un discours, et même dans les villages qui ne lui étaient pas favorables, il faisait des discours, et il était pris à son propre jeu, il voulait convaincre, et il était capable de le faire, mais à force de traîner, il a été rattrapé et emprisonné. Vous étiez sûr de le rattraper? Non, mais on avait mis tous les moyens en œuvre pour essayer de le rattraper. J'ai conseillé de bloquer les passages des fleuves. Lumumba était obligé de franchir un fleuve. Il suffisait de l'y attendre pour le cueillir. Le soir du 1er décembre 1960, Lumumba vient de traverser le Sankuru en bateau et semble en sécurité. Mais ses poursuivants ont repéré le bac sur lequel transite sa famille. 2 jours plus tard, à l'aéroport de Léopoldville. Mobutu a convié la presse internationale pour que les photographes et les équipes télévisées occidentales soient témoins des mauvais traitements et de l'humiliation infligée au grand Lumumba. Pauline, la femme de Lumumba, avec Roland, son fils cadet. J'ai appris à grandir avec cette image que j'ai un père que je n'ai pas connu. Je l'ai connu à travers les autres, qu'il a une dimension qui est hors du commun. Et lui-même se définissait en tant qu'idée, malgré que c'était un père, un bon père de famille qui s'occupait de ses enfants. Mais ses enfants, sa famille, ce n'était pas tout son monde. Son monde, c'était un monde beaucoup plus large. On l'a mis à Taizville, oui, où il était, je ne sais pas ce qu'il est de Taizville, il était gardé par Bobozo, hein, qui l'a gardé, et puis un beau jour, on a dit qu'il voulait s'évader. Et alors, c'est alors que Ndaka a pris les choses en main pour l'envoyer ailleurs. Victor Ndaka était lui aussi un ami proche de Patrice Lumumba et son représentant à la tête du parti. Nommé chef de la sûreté de l'État par Mobutu, il est chargé d'arrêter ses anciens camarades de parti. Le 13 janvier, il y aura ce qu'on appelle une mutinerie au camp militaire. L'armée était divisée en deux. Il y avait des pro-lumumbistes et des anti-lumumbistes. C'était un homme qui aurait été capable de retourner le camp Taizville et de... Il était capable de tout. C'était un très grand monsieur, Lumumba. Un très grand leader politique. On donnait à chacun son rôle. Mon rôle était d'aller à Taizville, prendre les prisonniers et de là, les acheminer vers Moanda. C'est dans l'avion que Lumumba s'est rendu compte des réalités. À bord du petit avion se trouvent également 2 amis politiques de Lumumba, les ministres Mpolo et Okito, qui partagent le même sort que lui. Moi, comme je ne suis pas intéressé, moi, je lève les mains. C'est tout. Destination de ce voyage planifié dans le moindre détail,
le Katanga, où Lumumba est attendu par ses ennemis jurés. Et on m'a dit, demandez à Tshombe qu'il reçoive le colis. Hein. Pour envoyer ce message secret, le colonel Marlière utilise la liaison radio des services secrets belges. Tshombe reçoit également un télégramme du gouvernement belge lui ordonnant de récupérer les prisonniers. L'avion atterrit à l'aéroport du Katanga. Et nous étions présents quand Lumumba et les deux autres ont descendu de l'avion. C'était pas très beau à voir. Ils ont embarqué les trois personnes dans la Jeep. Et à ce moment-là, j'ai vu que c'était Lumumba que j'avais déjà vu avant l'indépendance. On lui avait enlevé sa barbiche, il était ligoté, par ça. Il était leurs trois. Le champ d'aviation était occupé par les casques bleus suédois, qui étaient là, qui ont suivi toute l'histoire. Les prisonniers sont emmenés dans la maison inoccupée d'un colon belge, la Villa Brouet, près de l'aéroport. Ils sont surveillés par la police militaire sous le commandement d'officiers belges. Qu'est-ce qui s'est passé pendant tout le temps que vous étiez là? J'ai eu plusieurs membres du gouvernement katangais, dont le ministre de l'Intérieur, M. Munongo, qui a regardé Lumumba de bas en haut et de haut en bas, puis qui a craché par terre. Quand j'ai vu ça, il me dit Lumumba est condamné à mort. Vous n'avez pas de pitié avec lui, par exemple? Pourquoi? Il n'y a pas de pitié à avoir pour ce diplôme. C'est lui qui a emmené, qui a assisté mon roi. Ça vous a touché un peu? Touché, ouais, mort d'homme, ça ne laisse pas indifférent, mais enfin, certains, je ne... Non. Moi, j'ai vu les Lumumba là-bas, en coulissant là-bas. Je lui ai rappelé une chose. Il me disait qu'écoute, Jean, quand j'arriverai au Katanga, nous allons écraser votre parti politique. Moi, je disais non, c'est toi que nous allons écraser. C'est ça ce qui m'a rappelé. Il dit voilà, moi j'arrive ici chez vous, vous m'avez écrasé effectivement. Dans l'après-midi, une pluie tropicale s'abat sur le Katanga. Ils voulaient tous le tuer, en disant si on ne le tue pas, on aura encore tous les ennuis. Ils avaient tenu leur fameux conseil de gouvernement qui avait décidé la mort de Lumumba. Ils avaient bu beaucoup pendant ce conseil, ils avaient bu beaucoup après. On les amenait à la présidence, chez Moïse. Ils faisaient, c'était le soir. C'était déjà vers 20h, 20h30. Et de la présidence, ils sont allés à l'endroit de l'exécution. 3 semaines plus tard, les journaux titrent « Lumumba et ses complices massacrés par des villageois ». Un mensonge parmi tant d'autres. Il faudra attendre plusieurs dizaines d'années pour que la vérité éclate au grand jour. Aucun des assassins ni des instigateurs du meurtre de Lumumba n'a jamais été poursuivi. La dernière lettre de Lumumba, rédigée en captivité. Je me rappelle souvent de la phrase dans cette lettre qui disait « À mes enfants que je laisse ». À mes enfants que je laisse et que je ne verrai plus, je voudrais dire que l'avenir du Congo est beau. Dites-leur que l'avenir du Congo, il est beau et il attend d'eux, comme il attend de chaque Congolais, d'accomplir son devoir sacré. Et il y en a même qui croient qu'il va revenir, hein. Alors, il doit venir avec 2 dents de moins devant. Vous êtes européen, vous êtes allemand. Je crois que cette image, je ne suis pas juive, je suis noire, ça rappelle l'Holocauste. On a brûlé des corps, on a pris leur graisse pour faire des engrais, on a pris les dents en or pour faire un trésor de guerre.
Et vous appelez ça crime contre l'humanité. Aujourd'hui, préparons ensemble le Congo de demain. Nous sommes en train de préparer déjà le Congo de demain à travers cet entretien que nous allons avoir avec lui-même, M. Tunga Diallo Tété, un intellectuel engagé. Nous allons connaître ce soir même son engagement par rapport à ce qui prévaut au pays. M. Tunga, bonsoir. Bonsoir. La première des questions que je vais vous poser, c'est par rapport à la réflexion que vous avez vous-même lancée dans les livres « Aujourd'hui, préparons le Congo ». Vous avez comparé le Congo à un avion qui a été mis en place depuis la conférence de Berlin en 1885 par les colons et tous les autres qui ont pris part à la conférence, les puissances occidentales. Donc, à l'époque, nous avions eu, nous, Congolais, à nous retrouver dans cet avion-là qui était le Congo, l'État indépendant du Congo. Alors, cet avion-là, en 1960, quand nous avions voulu être indépendants, nous avons fait partir les colonisateurs pour prendre les choses en main. Donc, ces colonisateurs que vous avez comparés à l'équipage. Aujourd'hui, en 1965 encore, nous avions changé d'équipage avec l'avènement de Mobutu et tous ses pairs. Aujourd'hui, l'avion a perdu son altitude. C'est écrasé même. Vous avez parlé même d'écrasement dans votre livre. Absolument. Et aujourd'hui, que pouvons-nous dire? Nous pouvons dire que l'avion a été réhabilité ou encore il y a eu changement d'avion carrément. Parce qu'aujourd'hui, on s'appelle République démocratique du Congo, il faut le dire. Oui, merci pour la question. Oui. Mais en parlant de cet avion-là, je crois qu'il n'y a pas à parler de réhabilitation de cet appareil. Pourquoi? Parce que simplement, les concepteurs de cet avion n'étaient pas, comme vous l'avez si bien dit, et que nous avons écrit, ne sont pas des nationaux. Donc ce sont les puissances occidentales qui se sont organisées et ont posé, n'est-ce pas, les éléments fondamentaux de cet appareil. C'est-à-dire, ils ont tracé les frontières de la République démocratique du Congo d'aujourd'hui. Et ils ont décidé que les populations qui habitaient dans cet espace seraient appelées désormais Congolais et feraient partie de cet avion. Mais aujourd'hui, n'est-ce pas, il y a eu rupture. Cet avion s'est écrasé. L'avion s'est écrasé, mais le pays, lui, est toujours là. La population à l'intérieur des frontières, les populations sont là. Il y a de l'agitation à l'intérieur. Mais maintenant, il est question, n'est-ce pas, de se mettre d'accord. Nous, population, habitants dans ces périmètres appelés République démocratique du Congo, avec notre passé, notre histoire, avec notre